Bien. Alors nous sommes, bonjour, nous sommes le mardi 1er juin 2021. Nous sommes toujours dans la série numéro 2. Et nous allons faire l'exercice numéro 4, il me semble. C'est bien ça? Exercice numéro 4. Bien. Donc, exercice numéro 4. Il s'agit de l'interféromètre de Michelson. Alors, l'interféromètre de Michelson, il est dans la page 4. Donc l'interféromètre de Michelson, voire figure ci-dessous, est constitué de deux miroirs. M1 fixe et M2 mobile de même taille et d'une lame semi-réfléchissante G inclinée de 45 degrés, qui permet de diviser le faisceau incident en deux faisceaux R1 et R2. La source S est monochromatique. Donc vous avez un premier axe optique. Je vais essayer de faire un beau schéma. Et vous avez un deuxième axe optique. D'accord? Alors, regardez. Ici, vous avez un miroir que je vais appeler M1, qui est fixe. D'accord? Et ici, je vais mettre Michelson à positionner à ce niveau une lame semi-réfléchissante, semi-transparente, G. D'accord? Alors, regardez. Puisque cette lame est semi-réfléchissante et semi-transparente, donc, elle va nous donner une image virtuelle du miroir M1. Cette image virtuelle du miroir M1 sera située ici. Donc, regardez, donc je vais mesurer cette distance, regardez comme ça. Donc, dans cette position, je vais avoir quoi? Je vais avoir M'1. Ok? Et puis, ici, je vais mettre une source. Bien entendu, monochromatique. Ok? Mais qui est large. Lorsque je dis large, c'est du point de vue géométrique. D'accord? Bien. Donc, ici c'est S. Donc,
je vais, si vous voulez, identifier les constituants du montage. Donc, vous avez S, c'est la source monochromatique. Oui, ma bonne. Large du point de vue géométrique. Nous avons vu pour les interférences que pour les dispositifs interférentiels par division de front d'onde, que pour avoir cohérence spatiale, il faut obligatoirement que la source S soit ponctuelle. Ou bien, s'il s'agit d'une fente, il faut que la fente soit infiniment fine, c'est-à-dire la largeur nulle, pour avoir la cohérence spatiale. Dans le cas du dispositif de Michelson, pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir une source ponctuelle, c'est pas nécessaire d'avoir une source fine. Avec une source large, géométriquement, qui fait 1 cm de largeur, vous pouvez avoir interférence. Donc, source monochromatique large du point de vue géométrique. Pourquoi? Car il n'y a pas de problème de cohérence spatiale. D'accord? Il y a G. C'est quoi G? C'est une lame qui est semi-réfléchissante. Si elle est semi-réfléchissante, ça veut dire qu'elle est semi-transparente. Autrement dit, lorsqu'un rayon lumineux va arriver sur la lame G, il va se scinder en deux. Je vais avoir une partie qui va passer, c'est la partie transmise, et une partie qui est réfléchie, c'est la partie réfléchie, d'accord? Et la proportion ou bien le pourcentage qui va être transmis ou bien celui qui va être réfléchi, il dépend de quoi? Il dépend des coefficients de réflexion des faces de la lame et des coefficients de transmission des faces de la lame. Bien. Alors, vous avez M1, c'est quoi? C'est un miroir fixe. Et vous avez M'1, c'est l'image virtuelle de M1 par rapport à quoi? Par rapport à G. D'accord? Regardez, pour un rayon qui est faiblement incliné par rapport à cet axe optique, ou bien même normal, regardez ce qui va se produire. Je vais prendre un rayon normal. Donc je vais avoir un rayon normal, lorsqu'il va arriver à ce niveau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais avoir une partie qui va passer, qui va traverser la lame G. Il va aller vers le miroir M1, elle sera réfléchie, elle arrivera vers la lame G, elle sera réfléchie une deuxième fois par la lame G, et elle va aller directement vers un écran. Et avant l'écran, je vais disposer une lentille L convergente, donc je vais mettre ici un écran E. Donc, je vais avoir L, c'est quoi? C'est une lentille convergente et E, c'est l'écran. Et la distance entre la lentille convergente et l'écran n'est autre que cette distance, c'est quoi? C'est la distance focale
image de la lentille L, de la lentille convergente L. Alors, j'ai dit qu'il y a une partie qui va passer à travers la lame G, qui va être réfléchie par M1, qui va revenir vers la lame G, qui va la réfléchir vers l'écran. Il y a une deuxième partie qui va être réfléchie par la lame G, donc elle va aller vers où? Elle va aller vers le miroir M2, qui est comment? Qui est mobile. Donc j'ai un miroir M2 mobile. D'accord? Alors, pour le rayon qui fait 45 degrés avec la lame G, c'est-à-dire qui est parallèle à cet axe optique. Donc, pour la deuxième partie, donc elle va être réfléchie par G, elle va monter jusqu'au miroir M2, et puis elle va être réfléchie par le miroir M2, elle va traverser la lame G, et il va traverser la lentille et il va converger vers le point focal image de la lentille L qui est située sur l'écran. Alors, quelle est la différence de marche entre le rayon R1, c'est-à-dire ce rayon, et le rayon R2? Quelle est la différence de marche? Si j'appelle ça E, c'est-à-dire E, c'est-à-dire l'épaisseur E. D'accord? Donc, M2 c'est un miroir mobile, et entre M'1 et M2, qu'est-ce que j'ai? Entre M'1 et M2, j'ai une lame d'air en face parallèle. D'accord? Alors maintenant, je vais regarder le cas d'un rayon faiblement incliné. Regardez, je vais prendre un rayon faiblement incliné par rapport à l'axe. Donc il y a une partie qui va continuer vers le miroir M1. Elle va passer à travers la lame G. Elle va être réfléchie par le miroir M1. Il y a une autre partie qui va être réfléchie par G et qui va aller vers le miroir M2. Elle va être réfléchie par le miroir M2. Elle va passer à travers G. Et elle va aller vers la lentille L. Elle va, je ne dirais pas qu'elle va rencontrer, elle va croiser sur son chemin la partie qui est réfléchie par M1 et par G. Donc, je vais avoir deux rayons. Ça, c'est ce qu'on appelle R1, qui est réfléchi par M1. Et ça, c'est R2, qui est réfléchi par M2. Et étant donné que ces deux rayons sont deux rayons parallèles, ils vont passer à travers la lentille L elle va les projeter sur un point de l'écran qui n'est autre que le point M. C'est un foyer principal ou secondaire? Secondaire. Foyer secondaire
secondaire, image de L, de la lentille L. D'accord? C'est la définition même du foyer secondaire image. Pourquoi ils ne vont pas converger sur le foyer? Pourquoi ils ne vont pas converger au foyer principal? Parce qu'ils sont inclinés par rapport à l'axe optique de la lentille. Puisqu'ils sont inclinés par rapport à l'axe optique de la lentille, donc ils vont converger en un point, en un foyer secondaire image. Pour les premiers rayons que j'ai dessinés, c'est-à-dire celui-là, il va converger au foyer principal image, que j'appellerai, je ne sais pas moi, O, par exemple. D'accord? Bien. Donc c'est initialement M2 perpendiculaire à M1. Le miroir virtuel. Le miroir, oui. Le rayon qui traverse à partir de la source qui frappe sur le miroir M1. Oui. Et réfléchit sur là. Oui. Sur la lame G. Oui. Et réfléchit sur la lentille. Oui. Il y a une partie qui réfléchit sur le miroir M1. C'est son nom? Non, le miroir imprime, ce n'est pas un miroir réel. C'est un miroir virtuel. Ce n'est pas une partie qui est réfléchie par le miroir imprime. Mais c'est l'image du rayon qui est réfléchi par M1. Il y a un rayon réel, c'est celui-là, qui est réfléchi par M1. Son image virtuelle, elle est réfléchie par M'1. Son image virtuelle, c'est celle-là. Regarde. C'est celle-là. Les deux rayons sont réfléchis parallèlement. Exact. Exact. D'accord? Exact. Le rayon dont tu as parlé, regarde. Donc, c'est ce rayon-là. Donc, normalement, le rayon réfléchi par M1, il doit arriver ici, et non ici comme je l'ai dessiné. Donc, j'ai commis une erreur. Regardez, je vais le corriger. Merci, ça m'a aidé à découvrir mon erreur. Donc, normalement, lorsqu'il est réfléchi, il doit... C'est ça. Donc, le rayon qui va aller, ce n'est pas celui que j'ai dessiné, mais il est de l'autre côté du rayon R2. Vous voyez, c'est très difficile de dessiner sur le tableau. Je n'ai pas les instruments nécessaires, mais bon, je vais corriger. Donc, ce rayon-là, le voilà. Hop, et puis là, il va converger au point 1. Donc ça, c'est le rayon R1. Et ça, c'est R2. Ça, c'est R1. Et ça, c'est R2. Ok? J'espère que vous avez compris. Bien. Alors, la question. Alors, je vais vous poser une question de compréhension. Quelle est la partie du dispositif? Quelle est la partie du dispositif? Quelle est la partie de l'interféromètre Michelson qui va être à l'origine du phénomène d'interférence? Quelle est la partie, je dirais, clé du dispositif?
qui crée le phénomène d'interférence. Est-ce que c'est la lame G? Est-ce que c'est les miroirs M1, M2? Très bien. C'est ça. La partie du dispositif qui est à l'origine du phénomène d'interférence, c'est la partie du dispositif qui crée la différence de marche. Et la différence de marche, elle est due à quoi? Elle est due à la lame d'air à face parallèle. D'accord? Alors, je peux regarder, je peux à la limite je peux exprimer la différence de marche. Mathématiquement. Regardez. Alors, la différence de marche delta, elle va dépendre de quoi? On sait pas. Au moins de 0. Mais je vais vous poser une deuxième question. Pourquoi je l'appelle différence de marche et pas différence de chemin optique? Il y a des miroirs, mais le milieu, l'air, il est homogène. C'est-à-dire, j'ai ici l'indice de l'air qui est égal à 1, j'ai ici l'indice de l'air qui est égal à 1, et j'ai ici l'indice de l'air qui est égal à 1. C'est pour ça que je l'ai appelé lame d'air. C'est une lame d'air entre deux miroirs. Donc, une lame d'air va créer une différence de marche et non une différence de chemin optique, puisque l'indice il est égal à 1. D'accord? Dans ce cas, la différence de marche delta elle est égale à quoi? On va dire c'est S R2 moins S R1. Ok? SR2, c'est quoi? Regardez. Je vais essayer de schématiser. Regardez, je vais vous aider. Donc ici, j'ai le premier miroir. Ici, j'ai le deuxième miroir. D'accord? Ils ne sont pas tout à fait parallèles. Je corrige. Alors, comme ça. Donc, j'ai un rayon incident qui arrive ici. Donc, il y a une partie qui est réfléchie. Ça, c'est le rayon incident. Et ça, c'est le rayon virtuel qui est réfléchi par M'1. Et puis, il y a un autre rayon qui va continuer. Il y a le rayon initial qui va continuer jusqu'au deuxième miroir M2, ok? Et puis qui va être réfléchi et qui va sortir parallèle à celui-là. Donc ça c'est R1 et ça c'est R2. Ok? J'ai ici quoi? Si je dessine ma projection, je vais avoir ici H. Ici, j'ai un point que j'appellerai J. Là, j'ai un point que j'appellerai K. Et ici, j'ai un point que j'appellerai L. Ok? Bien sûr. Bien sûr. Et votre camarade a expliqué pourquoi ils sont parallèles. Ils sont parallèles parce que les deux miroirs, le miroir
mobile M2 est parallèle à l'image M'1, l'image virtuelle de M1 par rapport à G. Ça, c'est j'ai dit lambert à face parallèle. Donc ça, c'est M'1, c'est l'image virtuelle de M1 par rapport à G. Elle est parallèle à M2 mobile. Ça, c'est la configuration lambda à face parallèle. Je peux réaliser un Michelson avec deux miroirs qui ne sont pas parallèles. Ça, on peut le faire. Même en TP, on le fait. Je l'ai déjà fait avec des étudiants en TP. Ok? Bien. Alors, SR2, c'est quoi? C'est SI. Ça, c'est le point I qui appartient à la lame. Plus IJ. Plus JK. Plus KL. Oui. Plus LR2. Plus R2 au point M qui appartient à l'écran. Maintenant, ça c'est le chemin optique SR2. SR1, c'est SI. Plus IJ. Plus JH. Plus HR1. Plus R1N. Donc si vous mettez, ou bien si vous exprimez delta, ça va vous donner ça moins ça. Donc je simplifie ces deux, d'accord? Je simplifie ces deux. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste JK. Je vais simplifier LR2 avec HR1. Et je vais simplifier R2M avec R1M. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, c'est JK plus KL moins JH. Et cette quantité, puisque je suis dans l'air, ou bien dans le vide, n'est autre que JK, distance, plus KL, distance, moins JH, distance. Si. Je vais simplifier de L jusqu'au point M et de H jusqu'au point M. D'accord? C'est un petit peu, il me faut une petite interprétation un peu plus élaborée pour le justifier, mais soyez-en sûrs, la distance, je vais l'écrire ici. Donc vous avez LM, elle est égale à HM. Et cette différence de marche delta, elle est égale à quoi? C'est égal 2 que multiplie l'épaisseur de la lame d'air, que multiplie l'indice 1, que multiplie cosinus R. Or, le petit r, il est égal à I. Pourquoi? Parce que si j'applique la loi de sinus de Descartes pour un dioptre entre deux milieux qui ont le même indice 1, ça va me donner un sinus
I égale à 1 sinus R. Donc le R c'est I. Donc ça c'est égal à 2 fois l'épaisseur de la lame d'air fois cosinus de I. Donc la différence de marche delta, elle dépend de l'épaisseur et de I. Est-ce que tout le monde a compris? L'épaisseur, est-ce qu'elle est variable? Elle est variable? Oui. Oui. L'épaisseur, elle est variable si je fais bouger M. D'accord? Je pose la question autrement. Une différence de marche est égale à une constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire E égale à constante ou bien I égale à une constante? E égale à constante. E égale à constante. Je vais fixer E. Je fixe l'épaisseur de la lame. Maintenant, qui est-ce qui varie? Je reviens à la source, regardez. Donc la source, elle peut envoyer ce rayon, elle peut envoyer ce rayon, elle peut envoyer ce rayon. Donc qu'est-ce qui varie? I. C'est I qui varie. Donc delta dépend de l'épaisseur qui est fixe, mais E, elle est fixe. I varie. Donc c'est des franges d'égale épaisseur ou bien des franges d'égale inclinaison. Je vais obtenir des franges d'égale épaisseur ou bien des franges d'égale inclinaison. Je vais obtenir des franges d'égale épaisseur ou bien des franges d'égale incidence. Incidence. Donc, nous obtenons sur l'écran E des franges d'égale incidence, c'est-à-dire inclinaison. L'inclinaison, dans ce cas, ça veut dire l'incidence. C'est ce qu'on appelle dans la littérature de l'optique ondulatoire ou bien de l'optique physique, c'est ce qu'on appelle les franges Heidinger. Les franges d'égale épaisseur, c'est ce qu'on appelle les franges de Fizeau. D'accord? Donc, c'est-à-dire sur l'écran, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si vous allez sur l'écran, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez trouver, ou bien vous allez observer sur l'écran tous les points M qui sont à la même distance de O. Tous les points M qui sont à la même distance de O vont avoir la même luminosité. Ça veut dire quelle sera la forme géométrique des franges sur l'écran? Ça s'appelle comment ça? Des anneaux, halaqat. D'accord? Alors, sur l'écran, vous allez avoir une tache centrale qui peut être brillante ou bien sombre, avec des anneaux autour. Alors, si vous vous promenez sur un anneau,
Alors, si je me déplace sur un anneau, qu'est-ce que je peux dire? Tous les points de l'anneau correspondent à la même luminosité. Ils correspondent à la même différence de marche, delta. Ils correspondent à la même épaisseur ou bien à la même incidence? À la même incidence. Ils correspondent à la même incidence, ils correspondent à la même inclinaison. C'est ça ce qu'on appelle frange d'égale inclinaison. Ok? Bien, donc j'ai répondu à la première question. Alors, au centre de la figure, le centre de la figure, il correspond à quoi? À une inclinaison qui est comment? Non. Très bien. C'est-à-dire? Très bien. C'est le premier rayon que j'ai dessiné au début de la séance. C'est-à-dire, c'est ce rayon qui va me donner le centre de la figure. Le point O. Alors, au centre de la figure, c'est-à-dire O, qu'est-ce que j'ai? J'ai I égale à 0. Si I égale à 0, qu'est-ce que cela veut dire? Delta de E, I égale à 0, elle est égale à quoi? De E. 2 fois l'épaisseur. D'accord? Alors maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. Si cette distance 2 fois E, je reviens à la figure. Si cette distance 2 fois E, elle est égale à un multiple entier de lambda, un multiple entier de la longueur d'onde. Donc au centre de la figure, je vais avoir une intensité maximale ou bien une intensité nulle. Maximale. C'est-à-dire au centre, je vais avoir une tache brillante ou sombre? Brillante. D'accord? Donc une incidence normale. Alors regardez. Si 2 fois E, c'est-à-dire delta, si delta de E, I égale à 0, qui est égal à 2 fois E, elle est égale, je vais dire, M, un entier, fois lambda. Alors, en haut, je vais avoir une tache brillante. Pourquoi une tache brillante? Parce que le premier rayon, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier rayon, il va faire comme ça. Le deuxième rayon, il a parcouru une distance plus grande. Donc il va faire comme ça. Et la différence, elle est égale à K fois lambda, ou bien M fois lambda. Donc ils vont arriver sur l'écran et ils seront en phase ou bien en opposition de phase? En phase. En phase. Alors sur l'écran, ils seront en phase. C'est-à-dire, je vais avoir une interférence constructive. Donc je vais avoir une intensité maximale. Donc je vais observer une tache brillante. Par contre, si delta de l'épaisseur et de I égale à 0 est égal à 2E est égal à M fois lambda plus lambda sur 2. Donc en haut, qu'est-ce que je vais obtenir? Une tache brillante ou sombre?
Sombre. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont arriver sur l'écran en haut, ils seront en phase ou bien en opposition de phase? En opposition de phase. Puisqu'ils ont parcouru des chemins dont la différence elle est égale à un multiple entier de lambda plus la moitié de lambda. Donc la tâche sera sombre. D'accord? Et au centre, l'ordre d'interférence au centre c'est quoi? C'est P0 qui est égal à 2E sur lambda. Alors, regardez, maintenant je vais raisonner ordre d'interférence. Si delta de E I égale à 0 qui est égal à 2E, elle est égale à M fois lambda. Ça veut dire P0 il est égal à quoi? Non? 2E c'est M lambda divisé par divisé, donc M il est égal à quoi? P0 c'est quoi? C'est 2 fois E divisé par lambda, donc c'est M lambda divisé par P0 égale à M. Très bien, il est égal à M qui est comment? Entier ou demi-entier? Entier. L'ordre d'interférence, il est égal à M. D'accord? Il est entier. La question à 100 dirhams. Il est maximal ou minimal? Maximal. Très bien. Il est maximal. L'ordre au centre pour le dispositif de Michelson, il est maximal. L'ordre au centre pour le dispositif de Newton, il est minimal. Oui, d'accord. Donc P0 égale à M entier, il est maximal. D'accord? Maintenant, regardez s'il vous plaît, je continue le raisonnement. Si delta de E, I égale à 0 qui est égal à 2 fois E, il est égal à M lambda plus lambda sur 2. Donc P0 au centre, ça va être quoi? Très bien, M plus 1 demi. Et M plus 1 demi, ça va être un entier ou bien un demi-entier? C'est un demi-entier. Et là aussi, l'ordre est-ce qu'il est minimal? Toujours maximal. Vous aurez un ordre au centre qui est maximal et une tâche au centre qui est sombre. Maximal. D'accord? On va calculer cet ordre au centre. Alors, on nous demande une application numérique. Alors, P0, c'est égal à 2 fois l'épaisseur. C'est 2 fois 2 que multiplie l'épaisseur. C'est 12,62
moins 12,5. Ça va faire combien? 0,12 centimètres. 10 moins 2 mètres. Divisé par lambda qui est égal 600 micromètres, ça veut dire 600 nanomètres. Non, 0,6 microns, ça veut dire 600 nanomètres. 10 moins 7. Donc ça va vous donner 0,12, c'est 0,24. C'est 0,24, 10 moins 2. Ça veut dire c'est 24, 10 moins 4. Divisé par 6. Alors, qu'est-ce que j'ai? 600 nanomètres. Ici c'est moins 9. Alors, c'est 6, 10, moins 7. 24 divisé par 6, ça va vous donner 4000. 4000. P0 au centre est égal à 4000. Donc, au centre, la tâche est sombre ou bien brillante? Regardez ici. Brillante. La tâche centrale est brillante. D'accord? Ok? Regardez. Ça veut dire vous allez avoir, regardez, je vais vous aider. Donc, ça c'est la tâche centrale brillante. Son ordre, il est égal à 4000. Elle sera entourée par un anneau sombre ou bien par un anneau brillant. J'ai la tâche centrale et brillante. Exact. Elle sera entourée par un anneau sombre. Quel sera son ordre d'interférence? Il sera l'anneau sombre et puis j'aurai un premier anneau brillant. Et l'ordre de l'anneau sombre, ça va être combien? 3999,5. Et puis, je vais avoir un anneau brillant dans l'ordre, ça va être combien? 3999. Puis un deuxième anneau sombre, puis un deuxième anneau brillant. L'ordre du deuxième anneau brillant, 3998. D'accord? Et entre les deux, celui-là, son ordre, c'est combien? 3998,5, etc. Donc, plus je m'éloigne, l'ordre diminue. Lorsque je passe d'un anneau brillant à l'anneau sombre juste à l'extérieur, je diminue l'ordre de 0,5. Et lorsque je passe d'un anneau brillant à l'anneau brillant suivant, je diminue l'ordre de 1. D'accord? Etc. Et vous pouvez continuer. D'accord? Alors maintenant, on nous demande le rayon du quatrième anneau brillant. Le quatrième anneau brillant. Ça c'est le premier brillant, ça c'est la tâche centrale. Ça c'est le premier brillant, ça c'est le deuxième brillant, etc. Troisième, je peux continuer. Donc, j'ai l'ordre P, il est égal à quoi? C'est 2 fois l'épaisseur que multiplie cosinus
de I divisé par lambda. Alors, je vais considérer les faibles inclinaisons, c'est-à-dire ce qu'on appelle en optique géométrique les rayons par axiaux, c'est-à-dire c'est des rayons qui sont légèrement inclinés par rapport à l'axe. Donc ces rayons-là, ces rayons lumineux, ils vont me donner des anneaux qui sont juste autour de O. Ils vont correspondre à une inclinaison I ou bien à une incidence I faible. De telle sorte que je peux faire le développement limité de cosinus de I au voisinage de I. Donc je vais avoir quoi? Cosinus de I, il est voisin de 1 moins I au carré sur 2. D'accord? Ça veut dire que l'ordre d'interférence P, ça va être 2E sur lambda que multiplie 1 moins I au carré sur 2. D'accord? C'est 2E sur lambda moins 2E sur lambda multiplié par 2E sur lambda multiplié par I au carré sur 2. Le fameux 2E sur lambda tout court, c'est P0. Ça, c'est P0. Donc, je vais avoir P0, l'ordre au centre, moins l'ordre en un anneau brillant. Ça va être quoi? C'est égal 2 fois E sur lambda multiplié par I au carré sur 2. Et puisque I est faible, je vais avoir I, il est sensiblement égal à tangente I, et tangente I n'est autre que X indice K divisé par la distance focale F. C'est-à-dire, je vais retrouver le I ici. Donc, P0 moins P indice K est égal 2E sur lambda multiplié par 1 demi xk au carré sur 2 fois f au carré. Maintenant, regardez s'il vous plaît, c'est ma conscience que je vais faire. est égal à ça. Exact. Ça, c'est l'ordre au centre. Et ça, c'est le centre, il est brillant. Et PK, c'est l'ordre du kème anneau brillant. Et l'ordre du kème anneau brillant, c'est quoi? C'est P0 moins K. Donc, PK, c'est l'ordre du kème anneau brillant. L'ordre du kème anneau brillant. Donc, j'ai écrit tous mes stylos. Il est égal à quoi? C'est P0 moins K. Donc P0 moins PK, c'est P0 moins P0 plus K. Donc ça devient égal à K. C'est égal à quoi?
c'est 2e sur lambda que multiplie 1 demi, que multiplie xk au carré sur f au carré. D'accord? Ça veut dire le rayon du km anneau brillant. Alors, le rayon de ce km anneau brillant, il est égal à quoi? C'est égal à xk. Il est égal à quoi? Xk au carré, c'est 2f au carré, ou bien f au carré. Donc, c'est f au carré que multiplie lambda sur petit e, n'est-ce pas? Exact. Que multiplie k. Et à tout ceci, je vais mettre la racine. Ça veut dire c'est k à la puissance 1 demi, n'est-ce pas? K à la puissance 1 demi, f lambda sur e à la puissance 1 demi. K à la puissance 1 demi, f lambda sur e à la puissance 1 demi. Donc ça, c'est le rayon du km anneau brillant. D'accord? Je peux l'exprimer en fonction de P0. Donc, regardez, xk, il est égal à quoi? C'est f. Alors, 2 fois e. On remplace k par 2e sur lambda, s'il vous plaît, c'est quoi? 2 fois e, 2 fois l'épaisseur, 2 fois e0 sur lambda. C'est P0. Exact. C'est P0. D'accord? Donc 2 fois e sur lambda, donc 1 sur P0 à la puissance 1 demi, n'est-ce pas? F sur F, 2F sur Donc K, xk au carré, j'ai dit c'est f au carré, divisé par P0 multiplié par 2, multiplié par k à la puissance 1 demi, et j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein? P0 à la puissance. Donc c'est f lambda sur 2e. Lambda sur 2e, c'est 1 sur p à la puissance 1 sur P0 à la puissance 1 demi, multiplié par 2 et multiplié par k à la puissance 1 demi. C'est bien ça? Hein? Oui, vous avez raison. Oui. 2 à la puissance 1 demi, ça veut dire racine de 2. D'accord? C'est comme ça. Je l'ai déjà calculé chez moi, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais quand même vérifier parce que c'est important. Alors, est-ce que oui, c'est bien ça. Racine de lambda sur E, F, racine de K. Très bien. Très bien, c'est bien ça. Bien.
montrer que lorsque K devient très grand, les anneaux se resserrent. Ça, c'est une spécificité de l'interféromètre de Michelson, de l'interféromètre du dispositif interférentiel de Newton, de l'interféromètre de Fabry-Perot et de Mach-Zehnder. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux parler d'interfrange? Rappelez-vous les systèmes interférentiels par division de Franck-Landau. On avait dit que la distance entre deux franges successives de même nature, elle est égale à une constante, elle est égale, je crois, c'est lambda t sur A, c'est ça? Ou bien lambda t, lambda, la distance entre le diaphragme et l'écran divisée par la distance entre les deux sources. Est-ce que je peux parler d'interfrange ici? On ne peut pas parler. Exact. Plus je m'éloigne du centre, les anneaux deviennent minces et la distance entre deux anneaux qui sont de même nature devient plus petite. Ça, vous l'avez vu au TP. Faites bien attention à ce que vous allez voir au TP. Donc, xk plus 1, x indice k plus 1, c'est-à-dire le rayon du kème anneau brillant, c'est égal à quoi? C'est k plus 1 à la puissance 1 demi f lambda sur e à la puissance 1 demi. Et xk, c'est k à la puissance 1 demi f lambda sur e à la puissance 1 demi. Donc si je mets le rapport entre les deux, regardez, ou bien la différence. Si je fais la différence entre les deux, qu'est-ce que ça va me donner? Alors si je fais, regardez, à ce moment-là je ne peux pas faire xk. f fois lambda sur e à la puissance 1. Regardez, xk plus 1 au carré moins xk au carré, c'est égal à quoi? C'est égal k plus 1 moins k, ça veut dire 1. Ça fait un f fois lambda sur e. F lambda sur e. D'accord? Donc, la différence entre les carrés des rayons de deux anneaux brillants successifs ou bien voisins, c'est égal à une constante. Maintenant, si vous faites le rapport de ça, x k plus 1 sur xk, c'est égal à quoi? C'est k plus 1 sur k à la puissance 1 demi. Ça fait un k plus 1 sur e. Très bien. K plus 1 sur k à la puissance 1 demi. Ça veut dire c'est 1 plus 1 sur k à la puissance 1 demi. Donc lorsque k devient très grand, ça c'est égal à 1. Ça veut dire les anneaux se resserrent. Plus je m'éloigne du centre, plus je m'éloigne de l'axe optique de la lentille convergente, plus les anneaux deviennent serrés. D'accord? Bien. Alors, donc j'ai répondu à toute la partie A. Bien.